Bonjour, vous avez la parole pendant 10 minutes. Merci infiniment. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je veux remercier bien sûr le MEDEF de cette organisation de débats et d'auditions démocratiques dont on a besoin dans notre pays. Et vous dire que je suis très heureuse d'être ici parce que ce lieu, s'il en fallait un pour témoigner de ma détermination, de mon engagement, de mon expérience en tant que responsable politique, en tant que candidate à l'élection présidentielle aujourd'hui, mais bien sûr appuyée sur une expérience et des actes posés, ce lieu qui est le symbole, je crois, de cette énergie de Paris et de cette capacité à travailler entre le monde de l'entreprise et bien sûr tout cet écosystème du numérique et les pouvoirs publics, en particulier la mairie que j'ai l'honneur de diriger. Eh bien, ce lieu est vraiment l'exemple de ces réussites françaises que l'on peut porter très loin, très haut à l'international lorsque nous sommes en effet rassemblés. Je veux vous dire aussi que je suis là avec mon expérience de femme politique, de maire de cette capitale, de maire bâtisseuse. Oui, je considère qu'il faut bâtir, construire, créer des synergies entre le monde économique et le monde public, bien sûr avec les organisations syndicales et le monde social, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand nous le faisons, nous gagnons. Nous avons ensemble, et je veux ici, cher Geoffroy Roux de Bézieux et cher Dominique Carlac, le dire, nous avons ensemble porté avec les athlètes de notre pays cette grande ambition des Jeux Olympiques et Paralympiques, autre grande réussite qui montre à quel point, quand il y a des politiques déterminées, quand il y a une vision claire de l'avenir de notre pays avec le rôle que doit jouer le monde économique et qu'il y a des pouvoirs publics qui ne sont pas dans une vision passéiste, centralisée ou bureaucratique, eh bien, on arrive à faire des très grandes choses qui sont efficaces pour l'emploi. Dans le programme qui est le mien pour cette élection présidentielle, tout d'abord, je veux commencer par la création de valeur. Je vous le dis très clairement, vous ne trouverez pas dans mon programme des vieilles recettes qui consistent à dire, eh bien, pour trouver des moyens nouveaux, il faut augmenter la fiscalité. Non, je suis partie d'un point de vue totalement différent qui est créons de la valeur. Créons de la valeur comment? Par le travail. Il faut réindustrialiser, il nous faut en effet remettre partout, sur tous les territoires, de l'activité, avec du travail, avec des emplois, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont des emplois qui permettent aussi à nos concitoyens de vivre. Et pour cela, pour créer cette valeur, je propose 4 odyssées industrielles. Des odyssées industrielles, c'est quoi? C'est à l'image de ce que l'on a fait ici avec cette station F et avec Xavier Niel, c'est de s'investir ensemble, de faire converger les pouvoirs publics, le monde des entreprises, le monde syndical, le monde de la recherche, les étudiants, la jeunesse, pour porter 4 ambitions dans 4 domaines. La première des grandes odyssées que je veux porter, c'est l'odyssée sur la transition écologique et bien sûr en prenant appui sur les énergies renouvelables. Nous devons absolument prendre ce virage, planifier, mais pas une planification bureaucratique, planifier à partir des territoires en engageant pleinement d'ailleurs les présidents de région, qui pour moi sont aujourd'hui et demain les vrais ministres de l'Industrie, et s'engager fortement sur le développement, les filières qui vont être génératrices d'emplois grâce aux énergies renouvelables, grâce à la décarbonation de notre économie. Et d'ailleurs, un exemple très intéressant a été porté par le pacte du pouvoir de vivre, notamment sur la transformation du secteur automobile. Mais nous devons, première grande odyssée, les énergies renouvelables. D'ailleurs, une odyssée qui, pour les territoires des Outre-mer, j'étais avec le MEDEF de Martinique et de Guadeloupe la semaine dernière, est quelque chose d'essentiel quant à justement le développement de notre économie à partir de ces territoires. La deuxième grande odyssée, c'est sur la question de la santé. Sur la question de la santé, parce que nous l'avons vu, notre dépendance a montré qu'il fallait réindustrialiser, remettre de l'activité, du travail partout en France pour sortir de cette dépendance, à la fois sur les
médicaments, à la fois sur les matériels. Et là aussi, je reprends l'exemple des Outre-mer qui, parce qu'ils sont ce territoire de biodiversité, nous permettent de nous projeter justement avec cette industrie de la santé à l'avenir. Troisième grande odyssée, les mobilités. J'en parlais tout à l'heure sur le secteur automobile. Nous pouvons être, en France, nous pouvons être le pays justement de cette odyssée industrielle dans laquelle toute notre économie, toute notre industrie aille vers ces mobilités nouvelles qui sont des mobilités qui vont être électriques, hydrogènes, qui vont faire aussi la part belle, notamment au ferroviaire, contrairement à ce que l'on a fait ces dernières années. Et sur cette odyssée-là, bien sûr qu'aux côtés des entreprises, les pouvoirs publics, nationaux et régionaux doivent être au rendez-vous pour les infrastructures du pays. Parce qu'évidemment, ça ne se développera que s'il y a aussi cet engagement des pouvoirs publics sur les infrastructures. Et la dernière et la quatrième des grandes odyssées, celle du numérique, je ne vais pas faire de dessin, mais nous avons besoin là aussi, c'est à la fois de l'infrastructure, c'est du développement, c'est de la nouvelle économie que nous devons porter partout sur les territoires. Je propose d'ailleurs, à côté de cette politique industrielle, d'avoir une politique de formation et de formation professionnelle extrêmement appuyée. Je propose, mesdames et messieurs, la généralisation des formations en alternance à partir du bac. La généralisation. Nous avons besoin de recréer ce lien à la fois sur les territoires, les régions ont cette compétence en matière de formation professionnelle. Elles ont une compétence aussi sur l'enseignement supérieur et les universités. Mais surtout, nous devons permettre à la jeunesse de notre pays de comprendre, de connaître, d'être en lien avec le monde économique, et la généralisation des formations en alternance est pour moi une façon d'avancer gagnant-gagnant, monde économique et bien sûr monde du travail et pour nous notre jeunesse. Bien sûr que tout cela doit passer par la revalorisation du travail. Je vous le dis ici, les salaires en France sont trop bas, on n'y arrivera pas. Et vous savez très bien que cette question-là, qui touche de plein fouet la question des inégalités, plombe notre compétitivité. Elle plombe notre compétitivité parce que nous ne pouvons pas nous inscrire dans un modèle de développement low cost. Nous devons nous inscrire dans un modèle de développement où on valorise quoi? La compétence, la qualification, où on valorise justement la valeur ajoutée. Et pour cela, il nous faut effectivement valoriser le travail. Je l'ai dit, je le redis, augmentation du SMIC de 15% dès mon arrivée, puis des négociations partout dans les branches. Je crois au rôle des branches et à l'interprofessionnel, bien sûr à l'entreprise, pour négocier des accords. Et dans ces accords, je vous le dis, peut-être parce que je suis une femme candidate à l'élection présidentielle et que je suis pragmatique, que je sais combien nous devons aux femmes dans l'activité économique pour le développement de notre pays, l'égalité salariale sera enfin une réalité sous mon quinquennat. Et puis, parce que c'est très important, il nous faut aussi, dans cette valorisation du travail, protéger justement ces travailleurs des plateformes qui n'ont pas de statut, qui renvoient à ce modèle low cost qui ne peut pas être le nôtre. Et ces protections, elles doivent être là. Et puis, nous devons aussi, parce que ça c'est important, impliquer, associer, embarquer les salariés dans les décisions qui sont prises, les décisions des entreprises. Je suis pour la présence des salariés dans les conseils d'administration en augmentant leur présence, bien sûr en tenant compte de la taille des entreprises, mais je suis aussi pour que l'on puisse remettre au jour la participation des salariés au bénéfice de l'entreprise et que l'on revoie, que l'on modernise justement notre dispositif de participation et d'intéressement. Enfin, la méthode pour moi, elle est très simple. Je suis une social-démocrate. Ça veut dire quoi? Je cherche l'équilibre. Je cherche l'équilibre entre l'économie, le social, et je suis quelqu'un qui s'inspire du monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est, c'est qu'en 2030, ça sera l'irréversibilité en matière écologique. Donc je m'appuie sur ce grand défi qu'est l'écologie pour pouvoir avancer. Bien sûr, l'Europe doit être là à la fois pour assurer notre souveraineté, notre protection, oui, à une taxe aux frontières,
sur une taxe carbone aux frontières au niveau européen. Je suis bien sûr aussi parce que social-démocrate, pour le dialogue, la négociation et la répartition de la valeur. Souvent, on nous a dit, avant de répartir la valeur, il faut la créer. Je crois qu'elle est là et ce qui est en train de miner nos sociétés, c'est justement les inégalités qui sont en train de faire perdre confiance à nos concitoyens, notamment à la classe moyenne, leur faire perdre confiance dans notre démocratie, dans nos institutions. Et je vous assure, vous le savez, le chaos social, le chaos politique, ça n'est pas bon non plus pour l'économie. Donc moi, ce que je propose, c'est aussi cet équilibre que nous devons trouver. C'est aussi transformer profondément l'État par une décentralisation réelle. J'ai parlé des régions tout à l'heure, parce que ce que nous avons vu ces 5 dernières années, c'est de la bureaucratie, de la bureaucratie et de la bureaucratie. Et je veux, bien sûr, avoir une stabilité des règles fiscales et des règles juridiques pour les entreprises, parce que pour pouvoir se projeter, il y a aussi besoin de stabilité et d'engagement. Voilà le projet que je veux vous proposer. Merci pour votre écoute. Merci Anne Hidalgo. Je propose de me rejoindre. Bonjour madame, on va donc répondre aux questions de la salle, aux questions aussi des auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez toujours vous connecter sur laref.org et vous aurez accès à la plateforme de dialogue qui est relayée ensuite sur cette tablette. Et puis si vous regardez BFM Business, il y a un QR code qui apparaît. Vous le flashez avec votre smartphone, vous avez l'habitude avec la pandémie, et là ça vous enverra directement sur la plateforme pour poser votre question. On va commencer avec une première question, Anne Hidalgo, concernant ce que vous avez dit au départ de votre intervention sur votre volonté de créer de la valeur. Et vous avez dit une phrase importante, je ne vais pas augmenter la fiscalité pour trouver des moyens nouveaux, mais on va créer de la valeur par le travail. Or, me dit effectivement cet intervenant, dans votre programme, je crois que les chiffres sont exacts, vous proposez un ISF vert de 5 milliards d'euros et aussi d'augmenter l'impôt sur les grandes successions, ce qui pourrait rapporter 8 milliards d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à annoncer 13 milliards d'euros de nouvel impôt, alors que vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas augmenter la fiscalité ? Je parlais notamment de la fiscalité des entreprises et de ce qui permet aux entreprises d'avancer. Par exemple, je ne changerai rien sur la question des impôts de production, mais je ne les allégerai pas plus parce qu'on a besoin aussi, disons-le par exemple sur les impôts de production, qui viennent pour beaucoup accompagner l'effort des collectivités locales en matière d'investissement et d'infrastructure. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen aussi du financement de ces infrastructures. Mais je ne change pas cela, je ne touche pas la fiscalité aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés. En revanche, oui, puisque le projet que je porte est un projet qui vise à rééquilibrer, à remettre de la justice dans un monde où les injustices, je le redis, sont en train de miner et notre pacte républicain et aussi notre pacte social. Donc oui, rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes, c'était, je pense, une erreur totale de le supprimer parce que il aurait pu servir justement à alléger, à contenir l'augmentation de ces inégalités. Pour moi, le rétablissement de l'impôt sur la fortune en le fléchant sur notamment l'accompagnement de la transition écologique, c'est quoi? C'est par exemple utiliser ces 5 milliards d'impôts sur la fortune pour par exemple financer l'accompagnement de ces mesures individuelles pour permettre une mobilité individuelle à des femmes et des hommes qui aujourd'hui par exemple habitent dans des territoires ruraux, ne peuvent pas acquérir un véhicule électrique ou hydrogène parce que c'est trop cher à l'achat. Donc on a besoin de les accompagner dans l'achat ou, comme je le propose, dans des systèmes type leasing social, leur permettant d'aller vers cette mobilité-là. Ou encore, autre proposition qui sera financée par cet impôt sur la fortune climatique, qui est de permettre aux personnes de pouvoir engager la rénovation thermique de leur logement sans faire l'avance de frais, en impliquant bien sûr la Caisse des dépôts dans le dispositif que j'ai imaginé et en faisant en sorte qu'on se rembourse a posteriori une fois le bien, enfin l'appartement cédé, vendu ou au moment par exemple de la succession. Et sur les successions,
très clairement. Je crois que je suis celle qui propose le système dans lequel le moins de Français seront taxés, puisque je porte à 300 000 € l'exonération complète des successions. En revanche, effectivement, au-dessus, un barème, avec un barème qui va impacter les successions. Je parle des successions, évidemment, pour les particuliers, les successions de plus de 2 millions d'euros. Donc il n'y a pas de paradoxe. Mais en revanche, notez que dans la proposition qui est la mienne, je fais une estimation autour de 10 milliards d'euros de gains pour notre pays, notre croissance, à partir de cette valorisation, de cette création de valeur. Et donc je me suis située plutôt de ce côté-là que du côté de charges nouvelles ou de revenir à des systèmes antérieurs en ce qui concerne notamment la taxation des entreprises. J'ai beaucoup de questions sur la transition écologique. C'est vrai que c'est un débat qui vise notamment la gauche. Tout à l'heure, on a eu Fabien Roussel qui prône, vous le savez, la construction de nouveaux EPR. Vous êtes contre la construction de nouveaux EPR. J'ai par exemple cette auditrice ou auditeur ou téléspectateur qui nous dit délocaliser la pollution avec l'extraction de terres rares pour des véhicules électriques. Est-ce que c'est vraiment la solution écologique dont nous avons besoin? Et puis sur la transition, le rythme de la transition, est-ce que vous pensez avec des énergies uniquement renouvelables qu'on arrivera à décarboner aussi vite qu'on le ferait si on avait du nucléaire? Je vais commencer par la deuxième question. Moi, je suis très clairement sur le deuxième scénario de RTE, à savoir aller le plus vite possible, mais le plus vite possible vers les énergies renouvelables, mais évidemment tenir compte du besoin en énergie et en électricité dont on a besoin et dont on va avoir besoin, parce que notamment le numérique, l'électrique, c'est la question de la première auditrice, génère des besoins qui ne peuvent pas aujourd'hui se passer de ce nucléaire que nous avons, que nous devons prolonger. Donc oui, je suis pour le grand carénage. D'ailleurs, dans ce scénario RTE numéro 2, c'est autour de 2050, 2000, peut-être 60, qu'on arrive à la sortie du nucléaire par l'augmentation des énergies renouvelables. Je le dis ici devant des entrepreneurs. Bien sûr que je suis quelqu'un de très pragmatique et très soucieux, à la fois de la souveraineté énergétique de notre pays et du besoin de produire, d'avoir une économie qui crée de la valeur dans un monde décarboné et une valeur qui soit beaucoup plus quand même liée au bien-être de l'humanité qu'au bien-être de quelques-uns. Mais évidemment que dans cette projection-là, la question du nucléaire, elle doit être prise dans sa globalité. Le coût des déchets, le coût des terres rares, la rareté de l'uranium, qui nous rendra dépendants quand même, parce que ça n'existe pas chez nous, doit nous permettre de regarder le nucléaire, bien sûr comme cette énergie qui va nous permettre de passer le cap, et c'est beaucoup mieux que le charbon, disons les choses, mais qui n'est pas non plus ni sans risque, ni sans coût pour l'ensemble de notre économie. Et par ailleurs, se lancer dans ces odyssées, notamment sur les énergies renouvelables, c'est aussi se donner la possibilité pour les entrepreneurs que vous êtes d'être sur les marchés de demain. Les marchés de demain, ils sont là. Les marchés de valeur ajoutée de demain, ils sont du côté du monde décarboné. Ils ne sont pas, pour nous, même du côté du nucléaire. Le nucléaire français est un nucléaire qui sera utile à la France encore pendant quelques années, mais que personne ne va nous acheter. Les Américains, ils ont leur propre technologie, les Chinois, ils ont piqué la nôtre, et en Afrique, c'est pas là-dessus qu'on va créer le développement. Donc le développement des marchés d'avenir va se faire sur le terrain des énergies renouvelables et de cette économie décarbonée. Donc c'est ce virage-là qu'il faut prendre tout de suite. Si on s'enfermait dans un entêtement qui consiste à dire « oui, on fera du renouvelable », comme l'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on est toujours à 19% dans le mixte énergétique, alors qu'on avait promis 32%. Si on continue comme ça, on va se fermer des opportunités mondiales sur des marchés qui sont les marchés à haute valeur ajoutée de demain, où l'excellence française doit être au rendez-vous. Et c'est maintenant qu'il faut prendre ce virage-là. C'est pas dans 10 ans qu'il faudra se dire « zut alors, en 2050,
2022, on aurait peut-être pu être un peu plus volontariste sur cette économie décarbonée. Et ce que dit l'auditrice précédente... Sur les terres rares ? Oui, bien sûr, les terres rares sont un vrai sujet et on doit les intégrer. On ne peut pas considérer... D'abord, on en est dépourvu, donc on est dépendant. Et on n'a pas une capacité à avoir un approvisionnement en terres rares qui ne nous mette pas non plus en situation de fragilité. Donc ne nous bouchons pas les yeux. Il nous faut aller vers un modèle plus sobre, mais un modèle dans lequel il y a de la création de valeur, dans lequel on mette dans mes odyssées industrielles, je mets la recherche, je mets les enseignants, je mets les universités au cœur de ce mouvement-là, parce qu'on a besoin d'eux aussi pour trouver ces solutions nouvelles, mais vraiment de prendre enfin le virage résolu et déterminé des énergies renouvelables. J'ai des questions sur votre proposition que vous avez faite tout à l'heure de généraliser la formation en alternance à partir du baccalauréat. Est-ce que ça veut dire que vous la rendrez obligatoire? Est-ce qu'à partir du bac, on devra forcément entreprendre une formation en alternance? En tous les cas, aujourd'hui, nous sommes sur 7% des formations qui se font en alternance. Et d'ailleurs, quand je regarde, c'est plutôt dans les écoles d'excellence que les formations se font en alternance. Eh bien, moi, je veux donner cette chance-là à tous les enfants, et notamment aux enfants de la classe moyenne. Parce que les enfants de la classe moyenne, ce sont eux qui ont le plus de difficultés aujourd'hui à accéder à l'enseignement supérieur. Souvent, ils sont obligés de travailler pour payer leurs études, ce qui, à la fin, se répercute évidemment sur leurs résultats et l'obtention du diplôme. Et je pense que pour les entreprises, offrir la possibilité à un nombre de jeunes, je ne vais pas rendre obligatoire, vous savez, moi je crois plus à la force de l'impulsion, de la détermination, à se fixer des objectifs par la négociation nationale et par les négociations territoriales, parce qu'il faut impliquer les régions dans cette négociation-là, mais c'est une chance inouïe pour nos jeunes que de pouvoir se former, obtenir un diplôme, tout en ayant ce rapport au monde professionnel qui va leur permettre d'apprendre, de comprendre. C'est aussi une façon de dire qu'il y a plusieurs façons d'apprendre, d'acquérir des connaissances et des compétences, qu'on peut les valider, qu'on peut les valoriser et que, à l'arrivée, elles ont la même valeur. La valeur de quelqu'un, c'est ce qu'il fait, ce qu'il entreprend, ce qu'il transforme, ce qu'il génère autour de lui. Et non pas le type de diplôme qu'il a eu au départ, souvent parce que le déterminisme social fait que on a plus de chances de faire une grande école et d'avoir une carrière de cadre et de cadre supérieur et de cadre dirigeant quand on sort soi-même d'un milieu où on est déjà entouré socialement de ces personnes. Donc il faut vraiment, enfin je vous le dis, et là on aura besoin de vous, j'aurai besoin de vous, de toutes les entreprises pour aller vers cette généralisation de l'alternance. Bien sûr que le modèle, pour moi, c'est l'Allemagne, à la fois du point de vue de la généralisation des formations en alternance, à la fois aussi du point de vue de la territorialisation et de la régionalisation, parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir des grandes entreprises, des champions à l'international, mais aussi des ETI, mais aussi des PME et tout un réseau d'artisans et de petites entreprises qui contribuent évidemment à la richesse de notre pays. Alors, puisque nous sommes à Station F, dans un incubateur de jeunes pousses, et que vous avez d'ailleurs vanté l'écosystème de Station F tout à l'heure et de la French Tech en général, j'ai deux questions. Que feriez-vous pour continuer ou augmenter l'investissement des fonds étrangers dans les startups françaises? Et deuxièmement, quel est votre point de vue sur les crypto-monnaies, les NFT? Pour l'instant, il y a un seul candidat qu'on reçoit tout à l'heure, d'ailleurs, qui a pris position sur ce sujet. Est-ce que vous allez le réglementer? Est-ce que vous allez lever la fiscalité sur les cryptos? D'abord, sur cet écosystème, bien sûr qu'il faut qu'il puisse y avoir de l'investissement étranger, mais moi je suis quand même pour qu'on essaye de créer de la valeur, d'avoir des fonds ici, en France. Quand je me suis battue, parce que tout ça s'est fait un peu en même temps, hein, vous savez, on est ici, Station F, c'était une halle ferroviaire. Il y a eu ce génie de Xavier Niel de proposer le plus gros incubateur au monde, mais ce plus gros incubateur
au monde, quand il nous l'a proposé à la fin des années, vers 2010-2012, quand il nous l'a proposé, c'était une grande innovation et il ne pouvait pas le faire tout seul. Il fallait aussi qu'il y ait les pouvoirs publics. Nous, on a accompagné et j'ai accompagné cette innovation parce que pour moi, c'était très important que depuis ici, Paris, capitale de la France, on puisse montrer au monde entier qu'on était sur cette économie du numérique des champions et qu'on était capable de fournir des champions. Donc il faut qu'on fournisse des champions français. Bien sûr qu'on est dans une économie ouverte et qu'il faut pouvoir attirer les fonds, les investissements étrangers. Mais je vous le dis, pour moi, il y a quand même aussi un rôle, ne l'oubliez jamais, des pouvoirs publics dans l'investissement sur les infrastructures et sur l'accompagnement des entreprises et du monde économique qui est indispensable. Je vous le dis parce qu'en ce moment quand même, les budgets des collectivités ont été totalement verrouillés puisqu'elles ne sont pas accompagnées dans les dépenses qu'elles ont dû mettre en œuvre pour cette crise Covid, y compris les dépenses pour soutenir le tissu économique local, et que donc la question de l'investissement des collectivités locales est en cause. Et s'il y a ici du secteur du bâtiment et des travaux publics, vous le savez très bien, secteur du bâtiment et des travaux publics, quand l'investissement public s'effondre, c'est le reste qui s'effondre. Donc on voit bien la complémentarité, non pas la substitution. Moi je suis vraiment pour que nous soyons, nous, du côté des infrastructures et des impulsions, et que bien sûr le monde économique ensuite joue la part qui est la sienne. Donc continuer, mais aussi par la formation, mais aussi par l'accompagnement des jeunes à pouvoir développer cet écosystème du numérique. Les cryptos ? Les cryptos, je pense qu'il va falloir un jour quand même les réguler. Moi, vous savez, je trouve que très bien, la liberté, ce que l'on voit à travers les plateformes, quand même. Il y a aussi un danger au-delà de la question économique qui est de la mainmise d'un certain nombre de grands groupes dont on se dit qu'ils ont un peu eux-mêmes perdu la maîtrise de leurs innovations et qui sont aussi dangereux pour les équilibres du monde et pour nos démocraties. Moi, je ne fais jamais de séparation absolue entre les équilibres qu'il nous faut trouver sur le plan social pour que les gens puissent vivre de leur travail dignement. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des salaires, que le travail que je veux valoriser soit reconnu comme permettant à chacun de pouvoir élever ses enfants, se loger, se nourrir, vivre avec une perspective qui soit une perspective positive, un équilibre social, qu'on prenne la question environnementale comme un sujet majeur, moteur de cette nouvelle économie décarbonée que nous devons, nous les Français ici, nous devons être les champions. Nous sommes la ville de l'accord de Paris sur le climat et on ne va rien en faire. On va tourner le dos à ça. On va laisser d'autres décider pour nous. Il faut qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps, qu'on soit les champions de la transition écologique, qu'on soit les champions dans nos économies et donc qu'on ne soit pas dépendants et vulnérables à des choses qui se décident ailleurs. On ne sait pas trop par qui et parfois par des systèmes qui ont échappé à leurs créateurs. Donc je suis pour la régulation. Beaucoup de réactions aussi, j'imagine, de chefs d'entreprise à votre programme d'augmenter de 15% le SMIC dès votre arrivée à l'Élysée, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On nous rappelle que en revalorisant et en privilégiant les bas salaires, on crée une trappe qui fait qu'on laisse pendant plusieurs années des gens au niveau du SMIC sans perspective d'évolution. Et en parallèle, on augmente les cotisations ou les impôts sur les hauts salaires. Et donc on pousse à la délocalisation, à la fuite des cerveaux. Non, je ne crois pas du tout à ce modèle tel qu'il est décrit là. Ça, c'est le modèle du passé, c'est le modèle qui nous a beaucoup été annoncé, en tous les cas présenté comme tel dans ces époques où on a connu l'austérité en Europe, où on a vu comment justement cette austérité, comment cette non-augmentation des salaires faisait finalement poser un problème de compétitivité aussi majeur à notre pays. Donc regardez ce qui se passe autour de nous. D'abord ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir continuer
à vivre comme ça, avec des salaires aussi faibles, avec des gens, et vous êtes tous les jours, il y a des secteurs entiers, là je vous vois présents, des secteurs entiers qui sont en recherche de main-d'œuvre, de qualification, de capital humain, de ressources humaines, et les gens vous disent quoi? C'est pas assez payé et les conditions de travail sont déplorables. Alors il faut régler ça. Et il faut que le travail soit aussi quelque chose qui donne envie, qui ait du sens. Les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, qu'est-ce qu'elles vous disent? Je veux un travail qui ait du sens. Et vous croyez qu'on va s'en sortir avec ces discours-là? Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, l'augmentation du SMIC avec le Brexit. Regardez en Allemagne, regardez en Espagne. Est-ce que ça leur fait perdre de la compétitivité d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC? Non, c'est du rattrapage. Je vous le dis, si les 10% des salaires les plus élevés n'avaient pas augmenté 10 fois plus vite que les 10% des salaires les moins élevés, il n'y aurait pas de rattrapage à faire. Donc on va le faire. Parce que c'est ça qui redonne de la confiance et qui peut remettre de la cohésion sociale dans le pays. Et après, pour qu'il n'y ait pas de trappe à bas salaire, eh bien évidemment qu'il faut qu'il y ait des négociations de branches. Je crois au rôle de la branche. La branche, elle a été inventée par les partenaires sociaux pour réguler aussi les conditions de production et de dumping social dans un même secteur d'activité. Donc il faut aussi s'en souvenir. Et je crois aux négociations de branche, je crois à l'entreprise, mais surtout je crois à un système dans lequel on sort de cette idée que c'est par le low cost, par les bas salaires, qu'on va permettre à notre pays de s'en sortir. Je vous renvoie à une étude passionnante de l'OCDE de 2019 qui raconte quoi? Que quand les classes moyennes perdent confiance parce qu'elles n'arrivent plus à vivre de leur travail et qu'elles perdent confiance parce que c'est trop dur de se loger, parce que le salaire ne permet plus de se loger, parce que c'est trop dur d'emmener ses enfants dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont nos systèmes démocratiques qui s'effondrent. Et un système démocratique qui s'effondre, ça ne permet pas la prospérité d'un pays. Vous le savez, vous êtes des femmes et des hommes engagés dans vos entreprises. Et vous voyez très bien qu'il faut de la motivation, qu'il faut de l'entraînement, qu'il faut aussi du partage. Bien sûr, reconnaître le risque et la valeur de ceux qui créent l'entreprise. Et dans ma famille, j'ai beaucoup de créateurs d'entreprises. Et je sais ce que c'est, cette prise de risque. Et pour moi, elle est très importante. Mais je sais aussi que cette prise de risque-là, elle doit se faire en rétribuant, bien sûr, la prise de risque, mais en tenant compte aussi de ceux qui contribuent à la valeur de l'entreprise qui est celle dans laquelle vous évoluez. Merci Anne Hidalgo. Merci à vous. On arrive au terme de ce débat. Merci. Et on va donner la place